Bonjour, Hervé Carès. Merci de venir sur Fréquence Populaire, encore une fois, cette fois-ci en direct. Donc tu es sur la... C'est toi, cette fois, qui a en fond cette carte du monde que beaucoup souhaitent acheter. Bon, on ne dira pas d'où ça vient, c'est pas nous qui la produisons. Très très belle carte. Et le monde change très vite. Les conflits se poursuivent. En ce moment se termine la 80e session de l'ONU. La première s'est tenue juste après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Le monde a changé. Les BRICS demandent plus de parts dans les instances internationales. Les Occidentaux, en particulier les États-Unis, ne veulent pas en donner. La guerre continue en Ukraine. Emmanuel Macron annonce que la France reconnaît l'État de Palestine. Énormément d'événements, mais commençons par bien ce qui commence à inquiéter les citoyens, c'est la guerre en Ukraine. Mais avant la guerre en Ukraine, les événements qui inquiètent, dont on a entendu parler, qui sont l'attaque des drones russes sur la Pologne. Attaque, pas attaque, opération undercover de l'Ukraine, drone perdu, test russe peut-être. Les MiG-31, c'est pareil. Est-ce qu'ils sont passés dans le corridor, pas passés dans le corridor autorisé? Est-ce que c'est un test russe? Ils le font régulièrement, de faire du touche-touche aux frontières, y compris aux nôtres, les frontières aériennes. Là, on apprend que maintenant, c'est des drones qui volent au-dessus de l'aéroport de Copenhague, la Pologne. Puis, l'Estonie ont voulu mobiliser l'article 4 de l'OTAN. L'Estonie demande aux Anglais de prépositionner des avions avec charge nucléaire, aujourd'hui, on vient de l'apprendre. Qu'est-ce qui se passe? Bon, d'abord, bonjour à tous et merci pour ton invitation. Alors, si on prend la chronologie des événements depuis le pseudo-brouillage de l'avion de von der Leyen, qui a été débunké très très rapidement, on pourrait penser qu'on est face à une campagne de communication ou de manipulation. Alors, par qui elle peut être orchestrée et qui est à la manœuvre? Entre les belligérants directs, la Russie ou l'Ukraine, ou des belligérants indirects, notamment les Européens et surtout la fraction otanienne des Européens. C'est ça la question, en fait. Et on voit que très rapidement, ces événements souvent sont débunkés, démystifiés, et à partir d'analyses qui sont assez rationnelles. Très rapidement, le faux brouillage du GPS de l'avion de von der Leyen a été démonté par de nombreux experts. D'abord, très très rapidement par ceux qui avaient observé le vol de l'avion via l'application Flight Radar. C'est-à-dire tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire. Le vol s'ouvrait en fait de bout en bout. Bien sûr, ce qui peut d'ailleurs poser certaines questions quant au sérieux des journalistes qui très rapidement partent sur une explication univoque qui est celle, entre guillemets, c'est les Russes. Alors ça ne veut pas dire que les Russes sont inoffensifs, puisqu'ils sont en conflit et en confrontation avec l'Europe notamment, et en conflit avec l'Ukraine. En fait, dans ce cas, von der Leyen était en retard, apparemment, d'une heure, et puis ils ont utilisé un prétexte. Peut-être. Ensuite, il y a eu cette vague de drones d'origine supposée russe qui ont atterri sur le sol polonais. Alors, ce n'étaient pas des drones offensifs, c'était des drones de reconnaissance, environ 19 drones. Certains drones ont été interceptés. Les seuls dégâts qui ont été constatés sur le sol polonais n'ont pas été le fait de ces drones, qui en fait sont des petits aéronefs comparables à des aéronefs d'aéroclub, en fait, radiocommandés, faits de balsa, très très légers. Et les seuls dégâts qui ont été constatés sur une ferme polonaise, ça a été le fait d'un missile lancé par un des chasseurs polonais pour intercepter ces drones, qui en fait ne représentaient pas de danger pour la Pologne. Donc suite à cette... Je me rappelle, il y a 2 ans, il y a eu une affaire de missiles de S-300 qui était tombé en Pologne. Là, c'était plus grave parce qu'il y a eu 2 morts, il me semble, 2 agriculteurs, un peu de matériel cassé.
Et puis c'est bon, Et 2 2 agriculteurs ans, morts. voilà, 2 agriculteurs. Non. Puis 2 ans après, il est apparu que c'était un antimissile ukrainien qui était Ouais. tombé au même endroit. Alors, Les Ukrainiens et les Polonais l'ont reconnu. dans ce cas-là, c'est très intéressant parce que les Américains tout de suite ont été très très prudents pour pas éviter de mettre en difficulté leurs alliés, hein, qui criaient à l'attaque. Pas trop les Polonais, mais surtout les Ukrainiens. Et cette fois-ci, pour la vague de drones sur le territoire polonais, ce que l'on peut constater, c'est que rapidement, les Américains ont été prudents. Or, les Américains ont la capacité, avec leur renseignement satellitaire, à suivre tous les vecteurs du théâtre russo-ukrainien, voire d'ailleurs surveiller, bien sûr, le territoire russe. Donc, tout cela mérite quand même un petit peu de recul et de réflexion. Ensuite, troisième événement, les 3 MiG-31 russes qui auraient mordu pendant 12 minutes à l'espace aérien estonien. Alors, quand on regarde une carte très, très rapidement, alors on est bien sûr sur un espace aérien qui est offshore, hein, ils seraient passés au large d'îles qui appartiennent à l'Estonie. Et on voit que le parcours entre la Russie et Kaliningrad, puisqu'ils se dirigeaient vers Kaliningrad, est quand même un parcours assez étroit entre différents espaces aériens, notamment l'espace aérien finlandais et l'espace aérien estonien. Alors que les Russes... Alors en fait, on l'expliquait dans notre matinale, ils se touchent. Oui, ouais, C'est-à-dire que exactement. la exactement. distance entre Helsinki et Tallinn, capitale de Finlande, capitale de l'Estonie, c'est 40 km. Ouais, Or, le territoire maritime, c'est 12 000 nautiques, C'est ça. 22 km, 22 plus 22, 44. Ça se Donc, chevauche. Alors, il y a une règle internationale qui dit que quand ça se chevauche, il y a un couloir de 5, 6, Ouais, 7 c'est ça. km, je sais plus, Ouais. qui est constitué en mer Ouais. et dans les airs. Mais bon, ça a l'air. Bon, en tout cas, c'est un couloir qui est étroit. Ce que l'on peut constater, C'est propice aux erreurs. Hein. bien sûr, a posteriori aux erreurs ou même aux erreurs un petit peu volontaires. Aux erreurs. Oui, quand on veut jouer. Hein, on ne peut pas, comment dire, sortir de l'esprit que peut-être que les Russes veulent jouer là-dessus, puisqu'on est sur un théâtre de confrontation quand même. La mer Alors, toi Baltique. qui es militaire, c'est important de le rappeler. Ce genre de choses arrive régulièrement. Alors, c'est pas Oui, que les Russes jouent, ou que les Américains, ou peut-être les Français, je sais pas. Ouais. Et en mer Noire, apparemment, c'est quasiment 200 incidents par an. Oui, depuis c'est trop. ça, c'est ça. Ils jouent, ça se frôle, tout le monde joue à se frôler. Des fois, on doit rater Ouais, exprès. mais on peut remonter même plus loin dans l'histoire, à l'époque de la guerre froide, avec des violations d'espace aérien, notamment de l'espace aérien soviétique, par les avions espions de l'OTAN, et de reconnaissance. D'ailleurs, c'est l'affaire de Gary Powers qui s'était fait abattre. Et dans les années 80, il me semble, en 1983, un Boeing sud-coréen qui a été abattu au-dessus de l'île de Sakhalin avec environ 300 morts. Hein, donc, il y a eu des événements extrêmement graves dans l'histoire sur ces sujets de violation d'espace aérien volontaire ou involontaire. Donc, on est sur... Donc l'un comme l'autre est possible, quoi. Oui, mais très honnêtement, c'est entre guillemets un incident mineur, voire même pas un incident en fait. Hein, que les Russes aient voulu jouer sur cette partie-là, parce qu'il est clair que la mer Baltique, c'est vraiment un théâtre de confrontation, de tension, sur lequel les Russes sont en difficulté. Ils sont en difficulté depuis que 2 des pays de cet espace-là, la Finlande et la Suède, sont devenus membres de l'OTAN alors qu'ils étaient historiquement neutres. Donc c'est une mer maintenant très clairement otanienne, avec une difficulté pour la flotte de mer Baltique russe d'évoluer dans cet espace-là, qui est ultra surveillé par les otaniens, d'ailleurs ce qui amène à s'interroger sur le sabotage des gazoducs Nord Stream, puisque tout mouvement russe est scruté de manière très très précise par les différents moyens de renseignement otaniens dans cette zone. Alors, ce théâtre de confrontation, bien sûr, a un point de focal terrestre qui est l'enclave, ou l'esclave, comment on peut la situer, de Kaliningrad. Et c'est vraiment, pour les Russes, un enjeu vital. Hein, Donc c'est ce territoire issu de la Deuxième Guerre mondiale qui avant était la Prusse orientale, Königsberg, exactement. fief des chevaliers teutoniques, ville de Kant, d'Emmanuel Kant, donc totalement allemande, et qui a fait partie de cette zone qui a été nettoyée ethniquement des Allemands
emmenés à l'ouest, les Polonais emmenés à l'est, et puis les Russes sont taillés un morceau au milieu, là. Exactement. Les Russes, les Soviétiques. Soviétique, ouais. Et c'est resté russe. Alors, bon, ça n'a pas beaucoup de sens historiquement ni géographiquement, mais au milieu, là, comme ça, de l'Europe, quasiment collé à la Lituanie et à la Pologne, il y a Kaliningrad. Mais à l'époque de l'espace de l'ex-Union soviétique, il y avait une continuité territoriale. Oui. Puisque les pays baltes faisaient partie intégrante de cet espace-là. C'est pour ça qu'il y a le couloir de Suwalski entre maintenant la Biélorussie et puis cette portion de territoire russe, qui est, à mon avis, un enjeu majeur au plan stratégique, aussi bien surtout pour les Russes d'ailleurs, et ils sont très très sensibles à toutes les tensions qu'il peut y avoir sur cette zone. Et si jamais il y avait une montée en tension dans cette zone-là, entre la Russie et l'OTAN, c'est parce que les Russes estimeraient que leur souveraineté sur cette zone, qui est très très militarisée, serait menacée. En tout cas, depuis 3 ans et demi que dure la guerre en Ukraine, ils ont développé leurs forces militaires sur place et installé des missiles Iskander, par exemple. Oui, oui. Et puis il y a également les accords de défense avec la Biélorussie et la capacité à y installer, d'ailleurs ils sont en train de le faire, des missiles à portée intermédiaire sur le sol biélorusse, et notamment les fameux Oreshnik, qui sont prévus d'être déployés. Donc on est vraiment sur cette zone de tension. Et si jamais les Russes voulaient tester le dispositif ou montrer aux dispositifs otaniens qu'ils ne sont pas dupes et qui sont prêts à la confrontation, ils le feraient. C'est pour cela que l'incident des 3 MiG-31 qui avaient éteint leur transpondeur est plausiblement une action russe tout à fait volontaire, pour titiller en fait l'OTAN. Maintenant, c'est une analyse qu'on pourrait également démonter en disant que c'est une erreur de pilotage. Ça pourrait très bien être le cas, puisque ce sont des avions qui volent très vite et rapidement, une erreur de pilotage vu la largeur de la zone en vol, peut rapidement se concrétiser. Par contre, éteindre les transpondeurs, ça c'est moins... Voilà, mais exactement. Donc il y a un jeu quand même qui se fait entre les acteurs de ce théâtre de confrontation. Et dernièrement, comme tu l'as dit, il y a cette affaire des drones au-dessus de l'aéroport de Copenhague, d'origine inconnue. Alors, bien sûr, sur LCI, il crie c'est les Russes, comme d'habitude, sans aller chercher plus loin, sachant qu'ils n'ont toujours pas revenus, ils sont toujours pas revenus sur ce média-là. Alors, j'ai pas vu les autres médias sur les affirmations selon lesquelles les drones qui s'étaient cratchés sur le sol polonais étaient russes. Alors que pour l'instant, en fait, de nombreux éléments laissent entendre qu'on serait plutôt face à une manipulation. Notamment peut-être des Polonais et des Ukrainiens de concert. D'autant plus qu'en Pologne, c'est compliqué. Parce que d'un côté, on a une précision, on a Tusk qui est pro-européiste. Et le président qui est plutôt... Qui dit que c'est une attaque des Russes. Immédiatement, le président polonais qui est plutôt proche d'Orban et la droite conservatrice, qui dit « Ouh là là, calmons-nous, ça doit être une erreur ». Or qu'il n'a pas un amour inconditionnel des Russes, on va dire. Bien sûr. Bien sûr. Et ensuite, cette dernière affaire des drones sur l'aéroport de Copenhague, alors il semblerait qu'ils auraient été lancés depuis des bateaux. Il y aurait peut-être un événement comparable également en Suède, ou en Norvège. Ils sont en train de mener une enquête. En tous les cas, si c'est un bateau qui était en mer Baltique qui a lancé les drones, je doute qu'il soit passé en dehors du scope de la surveillance des moyens otaniens. Donc, on peut être face à des manipulations ayant pour but de faire monter la tension en mer Baltique. Tu disais tout à l'heure que les bateaux, que la Baltique est une mer maintenant complètement otanienne, et que à l'époque, c'était donc à l'époque, quand on disait, certains disaient que c'est les Russes qui avaient fait sauter Nord Stream 2, c'était faiblement Nord Stream, c'était faiblement probable. Là aujourd'hui, la thèse officielle, c'est que c'est l'Ukraine. C'est un commando ukrainien tout seul. Avec un bateau de plaisance. Avec Zelensky qui a décidé, sans en alerter le président. Bon, c'est un peu une farce. Non, bien sûr que c'est une farce. C'est une farce, surtout. Contre les Ukrainiens en plus, c'est complètement incroyable. Ils prennent tout sur le dos. C'est intéressant ce que tu dis. Soit c'est vrai, soit c'est faux. Si c'est vrai, dans ce cas-là, ça veut dire que les Ukrainiens ont mené une action de guerre contre des intérêts vitaux de l'Allemagne et partiellement également de la France, parce qu'il y avait 1 milliard d'euros de NJ qui était investi dans ces gazoducs.
Donc, Nord Stream 2. Donc, évidemment, cette hypothèse-là, on voit que très rapidement elle est éludée, parce qu'évidemment, elle est gênante. Parce que quand on parle d'attaque sur les intérêts vitaux, hein, on est vraiment au cœur de ces intérêts vitaux, notamment pour les Allemands. Hein, parce que les Allemands, on peut le constater, leur développement économique et leur croissance économique est essentiellement, c'est essentiellement faite grâce au gaz russe, à contrat de longue durée et à un prix modéré. Et c'est d'autant plus bizarre que, attaquant Nord Stream, les Ukrainiens laissent passer le gazoduc sur leur territoire. Oui, non, mais il n'y a aucune cohérence dans. Alors maintenant, les Ukrainiens ont coupé tous ces gazoducs, et notamment le pipeline qui passait également sur leur territoire, ce qui embête d'ailleurs les Hongrois et puis les Slovaques. Mais oui, tout à fait, c'est pas cohérent du tout. Et cette affaire-là, d'ailleurs, on voit qu'elle est très très gênante dès qu'elle commence à être abordée. Alors les Américains s'angoissent. Hein. Je me rappelle d'une interview d'il y a quelques mois du secrétaire au Trésor américain, bon, j'ai oublié le nom, Steve Bessent. Ouais, qui lors d'une interview, en parlant de Nord Stream, il a dit on ne sait pas qui a fait sauter Nord Stream, et puis il s'est marré. Voilà. Donc, Steve ou Scott Bessent, je dis c'est Scott ou Steve, mais pas Bessent. Oui, d'ailleurs, c'est intéressant de parler de cet homme-là, puisqu'on dit souvent que Trump est homophobe. Or, lui, il est marié à un homme, ils ont adopté 2 enfants. Donc, encore un débunkage que l'on peut. J'ouvre et je ferme la parenthèse sur tous les propos sur Trump et tout ce que l'on entend sur nos réseaux. Et ce Bessent continue, il fait partie de ceux qui continuent à dire que l'économie russe est au bord d'effondrement et que la Chine ne va pas très bien. Donc, oui, voilà, il fait partie des durs anti-russes et anti-chinois. Alors, c'est un petit peu le paradoxe de cette administration Trump, où il y a des courants qui s'affrontent au sein de l'administration, et suivant qu'ils aient l'oreille ou non du président, le discours peut varier. Mais pour en revenir à l'administration Trump, je pense qu'il y a un élément majeur de cette administration, c'est J.D. Vance, qui lui a une vision très très claire du positionnement de l'Amérique dans le monde. Tu en parlais tout à l'heure, le monde des BRICS, ce monde multipolaire. Et moi, je reste persuadé qu'ils veulent avoir des relations équilibrées avec les 2 autres grandes puissances. Alors parfois des affrontements, des confrontations, mais également des terrains de coopération bien pensés. D'ailleurs, en parlant de terrain de coopération, au moment où il y avait les attaques de drones, il y avait des exercices russo-biélorusses militaires, des exercices Zapad, qui veut dire Ouest. Oui. Et c'était la première depuis longtemps. 2 officiers supérieurs américains participaient, sur l'invitation des Russes, en tant qu'observateurs. Oui. Alors c'est très Ce qui montre qu'une sorte de débunkage, pas de débunkage, mais de... Non, mais c'est très intéressant ce que tu dis, parce que c'est dans le processus de l'OSCE. En fait, dès qu'il y a des manœuvres, elles sont annoncées. Donc cette manœuvre-là, elle est pas arrivée comme ça, elle a été annoncée à l'avance. C'est des manœuvres qui ont lieu tous les 4 ans. Elles avaient été un petit peu perturbées par le conflit en Ukraine. Donc ces manœuvres-là de grande ampleur, je crois qu'on est des effectifs de 100 000 à peu près militaires, de grande ampleur. Dans le cadre du processus de l'OSCE, justement, il y a observation mutuelle de ces grandes manœuvres. Lorsqu'il y a des manœuvres de l'OTAN, on peut imaginer, on n'en parle pas bien sûr, parce que ce serait gênant pour le narratif actuel des médias, mais dans le cadre du processus de l'OSCE, il y a également des officiers russes qui peuvent très bien participer à l'observation de ces manœuvres. Donc tu penses que c'est toujours à l'œuvre? Le fait que les Américains y soient, c'est dans le cadre du processus de l'OSCE. Je pensais que c'était un effet des rencontres Trump-Poutine, Anchorage et... Non, parce qu'en fait, le sujet des manœuvres, on l'a vu dans le cadre malheureusement de l'Ukraine, pour ce qui s'est passé, c'est que ça permet de masser des troupes, possiblement à des frontières, et donc à partir du moment où on n'a pas massé des troupes à une frontière, on peut passer rapidement de la manœuvre à l'opération. C'est pour ça qu'il y a ce processus d'observation mutuelle. C'est pour ça qu'il y a des gens un peu complotistes ou qui ne comprennent rien, au moment où commencent ces manœuvres, les Polonais ont déplacé des troupes vers la frontière biélorusse. Ouais. Ils se sont dit ils vont attaquer la Biélorussie. En fait, non. Ils font une réaction normale, puisqu'il y a tout à coup 100 000 bonhommes qui se massent à la frontière. Oui, on est sur la gesticulation, mais un petit peu aussi également pour mobiliser. C'est des exercices de mobilisation pour leurs troupes avec un thème. Sachant que justement, étant donné les tensions,
ces manœuvres-là ont été faites de manière... Ils ont pris garde à les éloigner le plus possible de la frontière polonaise, pour éviter qu'il y ait cette montée en tension avec ce déploiement de troupes. Donc on est vraiment dans le processus de l'OSCE, et ça, c'est jamais rappelé dans les médias, ce processus de l'OSCE, de l'observation mutuelle des manœuvres d'ampleur, existe toujours, et les pays qui font partie de ce processus de l'OSCE, donc la Russie en fait partie, peuvent assister à ces manœuvres et envoyer des observateurs. Mais il n'y avait pas que de l'OTAN, il n'y avait pas que des Américains. De mémoire, il y avait des Turcs et des Hongrois aussi. Donc peut-être qu'on apprendra qu'il y avait d'autres officiers d'autres nations, mais en tout cas, il suffit de demander, et après, les officiers observateurs assistent à différentes thématiques de ces manœuvres, et à différents niveaux. Hein. C'est suivant les demandes qu'ils font. En tous les cas, pour revenir au cas de cette montée en tension et de cette quasiment campagne de communication, de manipulation en tout cas, ça y ressemble, hein, quand on voit l'enchaînement. Oui, parce que la question, c'est qui profite le crime, Hervé. La Pologne déclenche l'article 4, maintenant c'est l'Estonie. C'est intéressant pour le Russe, sur le front ukrainien, ce n'est pas dans l'intérêt des Russes de monter en tension avec les alliés de l'OTAN, qui pourraient éventuellement avoir quelques actions de protection du ciel sur la partie ouest. Du ciel, sans engager les avions, mais à distance, du ciel de l'Ukraine. C'est ce qui est demandé d'ailleurs. C'est ce qui est demandé, le Sky Shield. Alors, le Sky Shield, il y a eu une pétition sur les réseaux sociaux, je crois également une tribune dans le Figaro à ce propos. Alors, le Sky Shield, la pétition, c'est marrant de voir comme les gens, ils abordent des sujets complexes avec... une approche immature digne du collège ou de l'école primaire. Quoi. Parce que je comprends le souci, évidemment le souci, puisque actuellement, les bombardements stratégiques russes sont en train de produire des effets qui sont drastiques, qui sont comparables aux effets qui étaient ceux des bombardements stratégiques de l'OTAN sur la Serbie. Hein, ils sont en train de détruire l'économie, ils sont en train de détruire le complexe militaro-industriel ukrainien, et également tous les complexes énergétiques ukrainiens. Donc il y a un vrai sujet sur ces bombardements stratégiques, car il est fort probable que les stratèges du Kremlin visent à faire plier l'Ukraine en combinant deux effets, les effets de pression sur le front, hein, avec cette pression et cette attrition des forces ukrainiennes, notamment pour ce qui concerne la ressource humaine des forces ukrainiennes, notamment en fantassins, et également parallèlement avec ces bombardements stratégiques par vecteurs, différents types de vecteurs, que ce soit des missiles de croisière, des missiles balistiques, des missiles hypersoniques, et surtout maintenant énormément de drones de combat, donc des drones avec des charges explosives, hein, qui sont vraiment la plaie pour la défense antiaérienne ukrainienne. Donc c'est ça, le projet maintenant, à mon avis, c'est l'épuisement de l'Ukraine, de ses forces vives militaires et de ses forces vives industrielles, économiques, et voire morales, puisqu'il y a une fatigue quand même de l'Ukraine. C'est un pays qui est en situation de guerre totale, contrairement à la Russie, depuis l'attaque russe de février 2022. Donc il y a maintenant 2 tiers des Ukrainiens, selon les sondages qui émergent, qui souhaitent une solution négociée, y compris une perte de territoire, pour arrêter... Oui, c'est vrai. Mais est-ce qu'ils considèrent que la perte de territoire, c'est celle qui est donnée par la ligne de front, ou est-ce que c'est la perte de territoire qui est revendiquée par le Kremlin? Et là, je pense que peut-être qu'il y aurait quelques dissensions au sein même de la population ukrainienne, au regard des sacrifices qui ont été consentis quand même pendant plus de 3 ans de guerre. Parce que du côté russe, il y a eu cet été cette conférence de presse relativement rare du chef d'état-major des armées russes, le général Gerasimov, qui n'a pas servi à grand-chose comme conférence de presse, parce qu'il est plutôt bougon et un peu ours, et il dit pas grand-chose. C'est un très bon stratège, mais il dit rien. Et par contre, c'était fait exprès pour la carte qui était derrière lui. La carte en rouge, là, où non seulement c'est les 4 oblasts, mais il y a celle de... Il y a Dnipropetrovsk, il y a Kherson et Odessa, plus la Transnistrie. Donc, tout est dans la... Oui, bien sûr. C'est un message clairement envoyé. C'est un message, mais bien sûr, le but de cette conférence, c'était que les gens voient la carte derrière. Oui, c'est évident, puisque, en fait, ce qu'ils veulent faire passer, c'est... ça ne veut pas dire qu'ils en sont capables, mais c'est la menace qu'ils veulent faire planer, c'est que si vous ne nous cédez pas sur nos exigences actuelles,
peut-être nos exigences dans quelques mois ou peut-être dans plus d'un an, si malheureusement ça dure encore dans plus d'un an, eh bien, iront au-delà. Ouais. Iront au-delà. Sachant que dans ce cadre-là, Odessa, c'est vraiment un enjeu stratégique pour l'Ukraine post-guerre. Parce que Odessa, c'est le seul port en eau profonde et industrialisé, avec des capacités de transbordement qui permet à l'Ukraine de pouvoir exporter en fait ses productions, et notamment ses productions agricoles. Or, le problème, c'est que Odessa, c'est devenu aussi l'un des centres des actions ukrainiennes, ou de l'OTAN, on va dire, puisque les Ukrainiens sans l'OTAN ne feraient pas grand-chose dans ce domaine-là, à l'encontre des forces maritimes russes et de la presqu'île de Crimée. Donc, les Russes sont quand même aussi très très sensibles à Odessa sur le plan de leur sécurité d'abord, et de la sécurité de la presqu'île de Crimée et de leur flotte de la mer Noire. Parce que depuis le début de cette guerre, là où les Russes ont été en difficulté, réellement en difficulté, et où les Ukrainiens ont marqué des points, c'est dans leur stratégie de harcèlement de la flotte russe en mer Noire et de harcèlement des installations militaires sur la Crimée. C'est vraiment la campagne, d'ailleurs, qui s'est arrêtée depuis quelques mois, parce qu'elle a été conduite avec l'appui des moyens occidentaux, notamment des missiles Scalp, Storm Shadow, dont on ne parle plus. Tu remarqueras qu'on n'en parle plus, pour une raison simple, c'est que la ressource en missiles est très probablement épuisée, plus que celle en vecteurs. Il faut les avions pour les tirer. Oui, alors c'est vrai que peut-être que les vecteurs également ne sont plus opérationnels, ou ont été détruits ou endommagés. En tous les cas, je pense que la première ressource qui est devenue limitée et qui a été épuisée, c'est celle des missiles Storm Shadow et des Scalp, parce que la Grande-Bretagne contre la France ont besoin de garder tout simplement un volume qui leur permet éventuellement d'avoir des actions si une crise se développait. Une question stratégique par rapport à ce que tu as dit. Ça fait longtemps que tu argumentes, tu expliques clairement que c'est pour les Ukrainiens pas une victoire, mais un aspect positif. C'est ces drones marins ils ont coulé plusieurs bateaux russes, et le reste de la flotte russe a été décalé très à l'est. Ils sortent de temps en temps pour tirer un missile, enfin bon, ils ont l'air relativement inopérationnels. Est-ce que, si on prend en compte les missiles hypersoniques, et déjà les supersoniques, mais les hypersoniques que sont en train de développer aussi les Américains, est-ce que c'est la fin de la flotte de surface et est-ce qu'on ne va pas basculer sur du drone ou du sous-marin? Parce que ces gros bateaux-là, les destroyers et les porte-avions, ont l'air surtout des cibles très fragiles. Oui, c'est vrai. Alors moi, je suis un spécialiste du combat maritime ou du combat aérien. Moi, j'ai une expérience de fantassin et d'état-major dans l'armée de terre. Moi, je n'aime pas trop les raisonnements en disant, par exemple, il y a quelques mois, certains disaient le char est terminé, puisque il y a toutes ces menaces contre le char. Et c'est vrai que le char, dans son utilisation, par exemple, a évolué par rapport à ce qu'on avait pu imaginer au début du conflit. D'ailleurs, c'est ce qu'ont fait les Russes au début du conflit. Ils étaient sur des manœuvres type Blitzkrieg, très très rapides, avec des colonnes de chars, ainsi de suite, d'ailleurs, qui a été très dangereuse. Ils ont eu énormément de pertes sur ce type de manœuvre. Là, maintenant, on voit que le char intervient de manière ponctuelle sur de l'appui à longue distance et de manière surtout très très prudente. Quasiment comme une pièce d'artillerie exactement. Supplémentaire. Oui, c'est exactement ça. On n'a plus infanterie. Oui, c'est ça. Au départ, ça a surpris. Et plus en percée. Ça a surpris beaucoup des tenants de l'arme blindée cavalerie en France. Parce qu'ils disaient, pour les deux belligérants, ils ne savent pas utiliser leurs chars, ainsi de suite, parce que c'est toujours pareil. C'est que ces gens-là raisonnent par rapport à des modèles stratégiques et d'engagement des forces militaires qui n'ont rien à voir avec cette guerre de haute intensité du XXIe siècle. Et si les belligérants font comme cela, c'est qu'ils savent qu'il ne faut pas faire autrement, sinon la destruction est au rendez-vous, tout simplement. Comme tu as dit, au début, ils ont fait à l'ancienne, et puis c'est tout cassé. Bien sûr, mais des deux côtés. Ça, c'est le cas. Donc maintenant, ils sont très très prudents avec tous ces moyens-là, et surtout au-delà de la destruction du char, c'est l'équipage. L'équipage, comme chaque fois, a beaucoup plus de valeur en fait que le moyen, puisque l'équipage, pour former un équipage de char, un bon équipage, c'est au minimum 6 mois, en fait. Au minimum 6 mois. Donc c'est très important, et on voit bien que le char n'a pas disparu.
son concept va évoluer, est en train d'évoluer face à de nouvelles menaces, notamment la menace drone. Alors pour en revenir à la flotte de surface, euh, le porte-avions, évidemment, il est vulnérable, mais c'est quand même un vecteur de projection de puissance qui est incomparable, en fait, en termes de souplesse. Alors, il va y avoir très certainement des déclinaisons du porte-avions avec des porte-drones. D'ailleurs, Oui, ça. les Turcs sont en train de développer d'ailleurs un porte-drone qui est l'équivalent quasiment d'un petit porte-avions. Donc il y a cette évolution Les également, Chinois aussi. les Chinois, avec ces vecteurs pilotés et non pilotés. C'est pour ça que je pense qu'il faut être quand même assez prudent avec tous ces raisonnements qui sont un peu radicaux, c'est la fin de, c'est la fin de cela. Qui aurait pensé qu'on reviendrait à des tranchées, à des systèmes de tranchées comme durant la guerre de 14, hein. Et je vois que dernièrement, j'ai lu un article où, dans la prospective de l'armée de terre, actuellement, certains sont en train de se poser la question de peut-être de redéployer des boucliers pour les fantassins. Alors, on sait très bien que les forces spéciales, dans le cadre des missions antiterroristes, notamment le GIGN, utilisent des boucliers pour faire des pénétrations dans les bâtiments. Donc, ils sont en train de se poser la question. Hein, alors, certains disent c'est un gadget, c'est des lobbyistes qui cherchent à vendre encore un produit. Et on voit bien que... Dans cette logique, on a même un retour vraiment en arrière avec ce qui, pendant la guerre du Vietnam, était appelé la Rat War, la guerre des rats, c'est-à-dire les tunnels, qui est le truc du génie que tu as fait au Moyen-Âge, passer sous la forteresse en creusant. Bien sûr. Là, les Russes, ça fait sur coup de pied, c'est la troisième fois qu'ils utilisent la technique d'utiliser des gazoducs, des tunnels pour traverser 4, 5, 6 km. Là, ils l'ont utilisé pour transférer des troupes en fait de manière discrète, parce qu'ils n'ont pas débouché par contre derrière les lignes. Oui, bien sûr. Ah oui, ça c'est clair que ils utilisent en fait les infrastructures qui leur permettent de progresser, d'envoyer des troupes de manière discrète. Le concept est ancien. Oui, bien sûr. Oui, alors, mais dans le combat urbain, quand même, originellement, dans les concepts du combat urbain, l'utilisation des égouts et de toutes ces infrastructures qui permettent des progressions discrètes, c'est quand même, entre guillemets, conseillé, quoi. Personne n'a pris la folie d'utiliser des parachutistes, il me semble, dans cette guerre. À part peut-être des forces spéciales. Si, au départ, ils les ont pas. Non, ils n'ont pas largué. Ils sont arrivés de manière héliportée. Oui, héliportés, oui. Oui, parce que l'aérolargage de parachutistes, c'est dans un contexte très très particulier. Surtout sous voile. Mais par contre, on ne le sait pas, mais peut-être qu'il y a eu des forces spéciales qui se sont infiltrées sous voile. Ça, oui, non, les forces spéciales. Je parle côté russe, notamment. Oui, c'est quand on voit parce que quand on voit qu'il y avait des éléments lors de l'offensive de février 2022 qui étaient quasiment dans les faubourgs de Sébastopol, hein, ils étaient à Nikolaïev, des Spetsnaz, donc il y a de fortes chances qu'ils se soient infiltrés par d'autres moyens que les moyens terrestres. Bien sûr. Parce que sous voile, en fait, simplement, ils sont quasiment indétectables. Alors, c'est une supposition, mais ça, on ne le saura jamais. Enfin, donc, il n'y aura pas un retour d'expérience ouvert de... Oui, dans 20 ans, ça va. Oui, voilà, c'est ça, mais surtout sur toutes les choses qui ont été cachées de ce conflit. Oui, voilà, donc, non, je pense qu'il y a une mise en difficulté des bâtiments de surface par cet avènement des drones. Le drone, d'une certaine manière, c'est pas nouveau non plus dans la guerre navale, puisque quand on s'intéresse à la stratégie, avant il y avait les brûlots. Les brûlots, au XVIIIe ou XVIIe siècle, étaient envoyés sur les flottes pour tout simplement les faire brûler, à l'époque où les navires de guerre étaient en bois. Donc c'était d'ailleurs très très redouté par les flottes, ces brûlots. Et les brûlots, c'était d'une certaine manière des drones navals non guidés, hein. Donc, on croit toujours que c'est nouveau, mais en fait, quand on s'intéresse à l'histoire de la guerre navale ou la stratégie, on voit que ça a déjà été utilisé. Et ça permet en tous les cas à des nations qui n'ont pas de flotte, comme la nation ukrainienne, d'avoir un effet sur des nations qui ont une flotte. Hein, puisque la nation ukrainienne n'avait quasiment pas de flotte de guerre, et grâce à ces drones navals de surface, et maintenant apparemment ils sont en train de développer des drones navals submersibles, avec l'aide des Anglais, hein, bien sûr, tout ça, c'est des projets en fait au départ qui sont des projets anglais. Ils sont en train de développer ces éléments. Mais en tous les cas, on voit qu'il y a une très nette baisse de tension sur ce théâtre maritime où les Ukrainiens ont porté des coups russes, par manque de moyens, et par manque de ressources aussi également. Et il ne faut pas oublier que les Russes ont beaucoup frappé Odessa quand même.
hein, frappé Odessa, des centres de commandement très certainement, qui permettaient ces actions, et également des ressources logistiques et des entrepôts où il y avait ces fameux drones de surface et très probablement également les ateliers où ces drones de surface étaient élaborés et construits. Donc pour l'instant, c'est un front que l'on peut considérer comme gelé, hein. Et de toute façon, cette guerre se décidera sur le front terrestre, hein. D'ailleurs, ça permet de faire la transition. Sur le plan terrestre, la guerre d'attrition continue côté russe. Oui, Et assez sévèrement. en fait, la stratégie d'attrition qui a été décidée à l'issue du passage rétrograde du Dniepr en novembre 2022, hein, d'ailleurs une manœuvre remarquable, hein, quand même. Et à partir du moment où il y a une armée qui réussit à faire ce type de manœuvre, faire passer 20 000 hommes en discrétion sous la pression de l'ennemi, quand même, puisque les forces Tu avais expliqué à l'époque contact. chez Régis Ouais. de Castelnau que c'est peut-être ce qui est le plus compliqué à faire. Oui, c'est ce qui est le plus compliqué, hein, et ce qui montre la capacité en fait de commandement des états-majors russes à haut niveau en fait. Et c'est ça, je pense que la supériorité russe au plan terrestre, elle vient avant tout des états-majors qu'ils ont et qu'ils ont entraînés depuis de nombreuses années, état-major de corps d'armée, état-major de division, état-major de brigade, à réaliser ces manœuvres complexes grâce à des opérations ou des manœuvres de grande ampleur comme celle qui a lieu actuellement en Biélorussie, ou qui vient de se terminer. Ces grandes manœuvres avec 100 000 hommes, c'est des choses qu'on ne fait plus en fait en Occident. C'est des choses qu'on faisait à l'époque de la guerre froide, où on avait des états-majors de corps d'armée qui avaient l'habitude de manœuvrer toutes ces troupes 2 fois par an sur des manœuvres de division où il y avait des dizaines de milliers de soldats qui étaient sur le terrain avec les moyens associés, et ça menait les états-majors à planifier, à conduire des manœuvres complexes, notamment des manœuvres de franchissement, qui était un grand classique de manœuvres de division de la guerre froide. Franchissement offensif ou défensif, c'est-à-dire rétrograde, comme ce qu'ont fait les Russes. Bon, le franchissement rétrograde, c'est ce qui est de plus compliqué. À l'époque, c'était Surovikin qui était le général Surovikin qui était aux affaires. Oui, oui. Oui, avant qu'il ait quelques problèmes quelques mois après. Il est en vacances, voilà, depuis. Oui, là, il est sur des postes, autres, on va dire. Il est placard. Oui, c'est ça. Il fait l'organiser la défense des placards du ministère de la Défense. Oui, parce que c'est vraiment le tournant de cette guerre, en fait, lorsqu'ils réussissent à sauver ces 20 000 Russes qui étaient possiblement en danger, hein, sur la rive ouest du Dniepr, parce que là, ça aurait été la victoire ukrainienne. Je pense que ça aurait peut-être donné un coup aux Russes. Hein, les Ukrainiens avaient réussi à annihiler ou neutraliser en fait ce corps expéditionnaire qui était de l'autre côté, qui étaient des troupes de bonne qualité, c'était avant tout des parachutistes d'ailleurs majoritairement. Là, ils avaient une opportunité, et c'est pour ça que les Russes ont anticipé. De toute façon, quand on observe cette guerre, chaque fois que les Russes sont en difficulté, ils ne tiennent pas le terrain, ils reculent. Ça s'est vu chaque fois. Alors, parfois, c'est fait de manière très ordonnée, comme là, parfois de manière un petit peu plus désordonnée, comme sur l'offensive d'octobre 2022 des forces ukrainiennes sur Kharkiv, où là, du fait du sous-effectif des Russes au départ, eh bien, ils ne tenaient pas le terrain. Le rapport de force était de 8 Ukrainiens pour un Russe, quasiment. Donc, ça a été un peu une débandade organisée, parce que ça a été un recul très très rapide, mais tout de suite, et après ils se sont ralliés sur un cours d'eau, hein, de manière à tenir le terrain. Je regardais récemment un documentaire sur le front Est durant la Deuxième Guerre mondiale, et c'était le drame de Guderian et de Mannheim, parce qu'à chaque fois ils demandaient un recul qui leur permettait de regrouper leurs forces et de se positionner sur un repli défensif, puis c'était refusé par Hitler, ce qui fait qu'ils perdaient des... Mais ça a été la grosse erreur de Staline quand même au début de la guerre, en 1941. C'est comme ça que les Russes ont eu tous ces encerclements de force, quand faits par les troupes allemandes, avec tous ces millions de prisonniers et de morts, puisqu'au final, ces prisonniers sont quasiment tous morts. Oui, donc on est vraiment sur ce sujet-là, et ce qui est très intéressant en fait au plan stratégique, c'est que je pense que l'état-major russe a créé un leurre stratégique avec la bataille de Bakhmout. C'est-à-dire qu'après avoir fait le retrait des forces russes qui étaient à l'ouest du Dniepr, elles se sont rétablies, mais sur une zone, ce que j'appelle la trouée de Zaporizhzhia, qui est une zone très plate, quasiment une zone favorable à des poussées de chars, et qui n'était pas encore organisée. Le terrain n'était pas organisé de manière défensive. Donc c'était des troupes fatiguées qui se sont repositionnées sur cette zone-là,
mais qui, si les Ukrainiens avaient poussé à ce moment-là, peut-être qu'ils auraient percé de manière importante. Et c'est à ce moment-là où l'état-major russe, à mon sens, a créé cet abcès de fixation avec Bakhmout. Et parallèlement, ils ont fait la mobilisation partielle, de manière à fixer les D'ailleurs, forces... là aussi, à nouveau, erreur de politique, parce que c'est Zelensky qui demande Ouais. contre ses généraux de tenir Bakhmout. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, mais il y a aussi une étude psychologique de tout ça, de l'adversaire. Et donc, les Ukrainiens, ce corps de bataille qui aurait pu venir menacer les Russes sur la trouée de Zaporizhzhia, ces forces russes qui venaient de se rétablir, il est consommé à Bakhmout. Et les Russes, pour le consommer, n'utilisent pas des mobilisés ou des troupes régulières, ils utilisent Wagner, une force très très particulière, dont les pertes, alors c'est une force qui est très très particulière, mais qui a une certaine aura en Russie, quoi qu'on en dise, et toujours, mais dont les pertes ne sont pas sensibles pour la population russe, parce que ce sont des volontaires, des ex-dollars, et donc ils vont utiliser cette force qui est quand même une force puissante, puisqu'ils avaient même, à un moment donné, par délégation, une petite force aérienne, avec l'artillerie, c'était une force totalement intégrée. Hein, et qui bénéficiait également de l'appui des forces russes qui étaient à l'extérieur, puisque les forces russes tenaient des alentours de Bakhmout. Donc cette bataille-là permet en fait aux Russes de souffler sur Zaporizhzhia et de mettre en place le système défensif qu'on appelait la ligne Surovikin. Ensuite, je continue mon explication stratégique, parce que je trouve ça quand même assez intéressant. Ensuite, les Russes... parce que personne ne l'a fait. Là, on est à nouveau dans, quand on regarde les émissions habituelles pour les Français, c'est les Russes n'arrivent pas à avancer, il ne se passe rien, il ne se passe jamais rien. Alors, depuis 3 ans et demi, il ne passe rien, et bon, en fait, il se passe des choses, et c'est intéressant d'avoir ce récit que tu fais. Ben oui, en fait, la stratégie russe, il faut chercher à imaginer quels sont leurs objectifs et comment ils arrivent à atteindre leurs objectifs et par quel plan stratégique ils pourraient les atteindre. Au moment où la bataille de Bakhmout est terminée, et il y a la ligne Surovikin avec principalement une ligne infranchissable, hein, surtout que les Russes, il ne faut pas l'oublier, ils ont la supériorité des feux, sol-sol, mais également air-sol, notamment avec les hélicoptères. Les Ukrainiens ont un corps de bataille qui a été mis en place, un grand renfort de moyens par les Occidentaux, et avec des troupes qui sont motivées quand même, hein, et qui pensent qu'elles peuvent percer. Mais elles pensent qu'elles peuvent percer. Pourquoi elles pensent qu'elles peuvent percer? Parce qu'ils s'imaginent qu'en face, ils sont démoralisés. Et pourquoi ils s'imaginent en face qu'ils sont démoralisés? Parce que tu remarqueras que pendant presque 6 mois, il y a eu ces vidéos qui ont tourné sans arrêt, de soldats russes qui n'en pouvaient plus, ainsi de suite. Parce que n'importe quel général qui n'a pas la supériorité des feux sol-sol et air-sol n'imaginera pas percer un tel système défensif. Il ne peut imaginer le percer que s'il imagine qu'en face, même si le système défensif est très puissant, les soldats qui le tiennent sont démoralisés et n'ont plus envie de se battre. Donc, surjoue un conflit entre Prigojine et Gerasimov. Ça peut jouer également. Le but, c'est d'amener en fait les forces qui veulent attaquer à attaquer justement, et de manière quasiment imprudente, en se disant, au départ on a des difficultés, mais ça va percer parce qu'on sait qu'ils sont démoralisés. Et on a vu que pendant toute l'offensive, ces vidéos de soldats russes dépenaillés, faisant n'importe quoi, elles ont inondé les réseaux sociaux, elles étaient reprises sur LCI. C'est un énorme psyops russe. Ah, j'en suis convaincu. Parce que depuis, est-ce qu'on les voit ces vidéos-là? Tu comprends? Cette vague de vidéos. Hein, elles tombe bien à point nommé, pour forcer une attaque. Qui était un petit peu le pendant de celle des Ukrainiens avec les soldats qui les chutent. Le problème des Ukrainiens, c'est aussi leur hyper-communication. Je pense que pour le moment, ça va rajouter de nombreux tours. Ça va jouer de nombreux tours. Donc, ils se sont vus que ça passait pas, mais pas du tout, et qu'ils avaient des pertes énormes, notamment cette fameuse 47e brigade, qui est vraiment la brigade qui a le plus souffert de tous ces assauts-là. Ensuite, ils ont cherché à faire un assaut sur Krinky, donc traverser le Dniepr, avec les troupes de marine ukrainiennes. Ça s'est transformé en fiasco humain et fiasco tactique et stratégique, sachant que les Russes, comme chaque fois, ils ont laissé s'implanter, puis après, comme ils ont la supériorité des feux, ils ont tapé. Non, mais c'est tout simplement ce que font souvent les Russes quand ils reculent. Et ensuite,
Ils ont cherché également à repasser sur Bakhmout, c'est là le fameux, notre BHL national est parlé du cheval de Troie inversé sur Bakhmout, hein, et avec le même résultat, Donc ça a été la dernière phase offensive, on va dire, sur leur territoire, avec une volonté de libérer le territoire des Ukrainiens. Ensuite, les Russes ont mis en place leur stratégie d'attrition, qui est un casse-brique en fait. La stratégie d'attrition, il n'y aura rien d'extraordinaire dans la mesure où les Russes cherchent absolument à minimiser leurs pertes, parce que pour les dirigeants russes, même si on peut discuter sur leur assise démocratique, ainsi de suite, c'est important pour eux d'avoir l'assentiment de la population et éviter que justement ils basculent en économie de guerre. C'est qu'en fait, les outils industriels basculent majoritairement dans la production de guerre, ce qui n'est pas le cas en Russie. C'est politiquement important ce que tu dis, parce que on compare souvent démocratie et pas démocratie, mais le problème, c'est les dictateurs, c'est pas une dictature, mais les dictateurs ont besoin Mais bien sûr, bien sûr. de soutien populaire. Ça marche pas. Bien sûr, mais Ça va marcher qu'avec la police politique, en fait. il y a un exemple très clair. Je change de théâtre. La guerre des Malouines dans les années 80. La dictature, alors on peut discuter du bien fondé de ce qui se passe, mais la dictature perd la guerre, elle n'a plus l'assentiment de la population, donc elle fait l'objet de partir. Bon, en Argentine, je veux dire. Ouais. Alors qu'au départ, elle avait quand même l'appui de la population. C'est pour ça qu'elle avait d'ailleurs déclenché cette opération. Mais à la fin, elle n'a plus. Donc elle est obligée de partir. Donc quel que soit le système, à un moment donné, il ne peut que vaciller s'il n'y a pas l'assentiment de la population. Donc pour l'instant, même en l'état... L'état de cadavre, c'est pas super. Non. Donc, un des centres de gravité russes, mais c'est le même également de l'autre côté, côté ukrainien, c'est l'assentiment de la population. Et bien sûr, l'assentiment de la population, c'est il ne faut pas qu'il y ait trop de pertes et que le bien-être quotidien de la population s'en ressent. C'est-à-dire l'accès aux biens de consommation, la facilité à se déplacer, ainsi de suite. Et le centre de gravité ukrainien dont je vais parler, là, celui de la ressource humaine, par contre, est très attaqué par la stratégie d'attrition des Russes. C'est un des centres de gravité qui est le plus attaqué d'ailleurs par la stratégie d'attrition des Russes, qui est un casse-brique en fait. Un casse-brique humain, moyen, des moyens, du matériel, et au final du moral, en fait, du moral de la population surtout. Alors l'armée ukrainienne, je vous ouvre une parenthèse quand même, elle est quand même très très résiliente quand même. Si on imagine la puissance de feu des Russes sur les forces ukrainiennes qui sont engagées dans les systèmes défensifs qu'ils ont mis en place, c'est drastique. Je crois que pour la percée qu'ils ont fait au nord de Prokov, c'est là cette espèce de percée là maintenant qui cherche à être attaquée par les Ukrainiens, je crois qu'en une semaine ils avaient lancé sur les positions ukrainiennes environ 3000 bombes planantes. Vous imaginez, quoi, en fait, le déluge de feu que c'est. Les bombes planantes, les fameuses bombes planantes du début. Donc c'est ça, et les Russes, en fait, ils font énormément confiance à leur puissance de feu. Donc je continue. Donc ça, c'était le dernier aspect offensif ukrainien pour libérer leur territoire. Et maintenant, on est sur des avancées russes, mais dont ces avancées se font dans la mesure où, en fait, ils ne prennent pas de risques sur le plan humain et sur le plan matériel. Donc ils écrasent, et puis après, ils avancent. Alors, il y a eu l'épisode ensuite de l'offensive de Souza ou de Koursk, des Ukrainiens, qui a surpris tout le monde, et je pense qu'il a surpris les Russes, parce que les Russes ne s'imaginaient pas être attaqués rationnellement sur cette zone-là, puisque la logique aurait voulu que cette réserve stratégique ukrainienne reste en arrière, de manière à venir appuyer et contre-attaquer lorsque les Russes cherchaient à percer sur le front ukrainien. En tout cas, ils ont été déstabilisés. Après, comme les Ukrainiens, ils auraient pu faire un raid et se retirer en fait, et montrer que d'une certaine manière, ils avaient cette capacité offensive et donner d'une certaine manière une leçon aux Russes et déstabiliser politiquement le pouvoir russe. Ça a quand même été un peu le cas au départ. Et après, en fait, comme ils sont encroutés en fait dans cette zone-là, c'est devenu en fait une épée de Damoclès pour eux. C'est qu'ils ont offert en fait aux Russes la capacité de détruire leurs réserves stratégiques. Et c'est ce qui s'est passé, parce qu'ils ont tenu quasiment 6 mois dans cette espèce d'excroissance de Souja et de Koursk. Et puis, ça s'est terminé par un retrait sans les matériels lourds et avec énormément de pertes. Donc maintenant, ils n'ont plus de réserve stratégique, ce qui fait que sur le front, on en revient sur le front actuel, lorsqu'il y a des poussées russes, ils sont obligés de prendre sur des parties du front
pour contrer les poussées russes. Et c'est ce qui s'est passé au nord de Pokrovsk avec cette poussée russe. Ils ont été chercher des éléments de la brigade Azov, notamment, pour la contrer. Mais ces éléments-là, ils les ont pris à d'autres endroits. Et on voit qu'à ces autres endroits-là, que ce soit sous Kupiansk, que ce soit en direction de Liman, les Russes poussent. Parce qu'en fait, c'est ça la stratégie d'attrition. C'est qu'à un moment donné, les forces en face n'ont plus les moyens de tenir un front de manière cohérent et coordonné. Et on en revient à ce que je disais, c'est que quand on regarde le front, je ne vais pas parler des avancées tactiques, mais au plan stratégique, dans la logique des objectifs russes, c'est bien dans la logique des objectifs russes, la conquête des oblasts qu'ils ont annexés, on ne peut pas imaginer, si la solution est militaire, on s'oriente plutôt vers une solution militaire en ce moment, on ne peut pas imaginer qu'in fine, il n'y ait pas une poussée sur la région de Zaporizhzhia pour reconquérir l'oblast de Kherson. Ce n'est pas inimaginable. Ce n'est pas inimaginable. C'est une évidence. Donc, à un moment donné, il y aura cette poussée. Alors, est-ce qu'elle va arriver de manière rapide ou en fin de parcours ou de finalisation de cette stratégie d'attrition, au conduit par eux, imaginons qu'il y a un délitement du front ukrainien, tout simplement parce qu'un petit peu à l'image de ce qui s'est passé sur le front allemand en 1918, après la dernière offensive, ils étaient épuisés, et surtout l'arrière ne tenait plus, parce qu'il faut... C'est ça un des objectifs des Russes, c'est que par les bombardements stratégiques, ils arrivent à faire plier également la population ukrainienne. Donc, ça paraît assez inévitable. Alors après, est-ce qu'ils auront la capacité à aller au-delà de leurs revendications? Ça paraît... Donc on a une continuation de la même chose. Oui, ça paraît un peu spéculatif. Alors après, Odessa, c'est quand même des grandes villes. Odessa, c'est quand même une grande ville, même si c'est une ville historiquement russe. Est-ce que Odessa leur serait livré? Ça paraît quand même assez, pour l'instant, présomptueux d'imaginer ça. Et ensuite qu'ils aient le couloir jusqu'à la Transnistrie. Le problème, après, c'est tenir ces territoires et les occuper, en fait, les défendre. C'est ça le sujet. C'est autant ils auraient la capacité à tenir les oblasts un petit peu au-delà, jusqu'au Dniepr, et les défendre, des oblasts qu'ils ont revendiqués, qu'ils ont annexés, qu'ils veulent annexer. Pas qu'ils ont annexé et qu'ils veulent conquérir. Mais là, je me pose quand même certaines questions, quand même. À moins qu'il y ait une révolte sur Odessa, ça me paraît quand même assez également compliqué, à ce stade du conflit. Donc en l'état des choses, la guerre continue, les Américains se désengagent un petit peu en transmettant l'affaire aux Européens, en faisant acheter des armes qu'ils donnent aux Ukrainiens. Et puis... En fait, l'objectif des Européens actuellement, puisqu'ils savent que les Américains sont en train de se désengager, c'est d'aider les Ukrainiens à tenir le front de manière à ce que les Russes, au bout d'un certain temps, voyant qu'ils n'arrivent pas à percer, se disent on va négocier sur la situation du front. Ça serait la meilleure des solutions possibles et atteignable par les Ukrainiens. Donc une solution, entre guillemets, à la coréenne. Maintenant, les Européens sont sur cette solution-là. Avoir une solution à la coréenne, avec un armistice, une situation gelée, mais pas d'accord de paix ni de reconnaissance des territoires conquis par la Russie. C'est ça leur objectif actuellement, les Européens. Est-ce qu'il est atteignable? On verra. Et l'objectif des Russes, très clairement, c'est à minima les oblasts qui revendiquent. C'est très clair. Il nous reste un peu de temps. Il y a l'autre front, la guerre à Gaza, qui se poursuit. L'offensive a été lancée la semaine dernière au sol, sur une ville où il y a quasiment 1 million d'habitants qui vivent, là pour le coup, dans des décombres, et qui ne se replient pas dans les camps du sud, y compris jusqu'à Rafah, donc à la frontière égyptienne. Pour la bonne raison que certains y sont déjà allés et ils ont dû revenir, donc c'est pas très motivant. Visiblement, le gouvernement israélien veut que tous ces gens-là partent de Gaza, tout simplement, et entièrement. Et avant que nous y dise la situation, puisque hier, le président de la République, Emmanuel Macron, le lundi 22 septembre, a reconnu pour la France l'existence de l'État de Palestine,
on a quelque chose qui est un peu surprenant, c'est le bombardement israélien de Doha Mhm. pour tuer les négociateurs du Hamas, comme ils l'ont fait avec les négociateurs du Hezbollah, comme ils l'ont fait avec les négociateurs iraniens. Ça a échoué, mais ça a fait un pataquès stratégique colossal avec les alliés américains, puisqu'à Doha, il y a cette base américaine, commandement centre, ultra importante, qui voit tout. Cette attaque semble complètement incompréhensible du point de vue américain. Ça a l'air d'être un bonus donné aux Russes et aux Chinois colossal dans leur accaparement géostratégique de cette zone. Moi, je suis quand même très très prudent quand on dit Netanyahou, il fait ça, les Américains sont devant le fait à contre les Américains. D'abord, ils tiennent Tsahal avec toutes les ressources qu'ils fournissent à Tsahal. Hein. Sans les ressources américaines, Tsahal ne tiendrait pas, ça fait quasiment 2 ans de guerre, 2 ans de guerre sur Gaza, mais également avec le Hezbollah, en Syrie. Avec l'Iran, donc c'est impossible, c'est impossible. Alors sans l'appui des Américains, aussi bien logistique que en renseignement, tout ça c'est impossible. Alors, moi je suis quand même très très circonspect sur le niveau de duplicité des Américains dans cette affaire. Hein, j'ai du mal à imaginer que les Israéliens aient mené cette action sans que les Américains aient été au courant. Oui, non, mais c'est absurde, c'est pas possible. Donc, je pense qu'ils sont au courant. Pourquoi ils ont laissé faire ça et pourquoi exploser c'est quand même le Qatar, ils ont donné un avion à Trump. Je pense qu'ils ne le diront pas, mais en fait, ils valident la stratégie de Netanyahou d'une certaine manière, en fait. Et ça peut transpirer des déclarations de Trump, hein, depuis le début, quand il disait on va refaire de Gaza quelque chose de formidable, une sorte de Riviera, ainsi de suite. Depuis le début de cette opération israélienne sur Gaza, alors que de nombreux analystes disaient qu'ils allaient faire des raids et se retirer. Moi, j'avais dit à Régis, à l'époque, on faisait des vidéos ensemble, je lui ai dit, je fais rapidement, je lui ai dit, c'est pas possible qu'ils ne cherchent pas à tenir le terrain. Voilà. Ils vont faire un ratissage de Gaza et ils vont chercher à pousser la population gazaoui vers la frontière égyptienne. Évidemment, les Égyptiens ne vont pas être d'accord, mais c'est leur objectif, c'est pousser peu à peu la population gazaoui, c'est-à-dire c'est ce qui se passe en ce moment, hein, et vers la frontière égyptienne, et en se disant qu'à un moment donné, de toute façon, même s'ils ne veulent pas, ça va craquer. Ça va craquer, et il ne faut pas oublier également que les Égyptiens sont quand même très très tenus également par les Américains, sur le plan financier. Donc je pense que là-dessus, c'est terrible, c'est pas moral, c'est dégueulasse, mais c'est la stratégie qui est poursuivie, tu vois, vis-à-vis de... Oui, mais l'effet, Gaza, c'est un bout de terre. Ouais. L'effet, c'est quand même que les Iraniens et les Égyptiens ont renoué les accords diplomatiques qu'ils avaient sautés, vu qu'ils étaient quand même dans la main des Américains. Les Saoudiens signé un accord de partenariat militaire nucléaire avec le Pakistan. Ouais. Les Syriens, les djihadistes inclusifs, se retrouver à Doha, pour une bonne nouvelle non plus, je pense, ni pour nous, ni pour les Israéliens. Qu'est-ce qui est important pour les Israéliens dans tout ça? Mais non, je parle des Américains. Les Américains perdent tout leur... qui va leur faire confiance je pense qu'il y a... J'ai vu la conférence d'Al-Thani, il était... Il suffoquait presque, le bonhomme. Non, mais tu as raison. Les Américains, là-dessus, c'est un changement de stratégie, alors qu'ils étaient arrivés sur une stratégie un petit peu équilibrée, notamment les accords d'Abraham. Hein, mais depuis octobre, si tu veux, ça a été un grand bouleversement. Mais récemment, Trump a fait la tournée du Golfe, il est allé en Arabie Saoudite, au Qatar, il a reçu de l'argent et tout. Oui, bien sûr, mais bon, je pense qu'il y a différents niveaux, toujours pareil, de confrontation, de duplicerie, et puis également du business. Hein. Ah. Non, mais c'est vrai. Regarde, la guerre en Ukraine, les Ukrainiens ont touché des royalties, des droits de passage des Russes pendant toute la guerre, avec les gazoducs, le gazoduc Brotherhood, et puis les pipelines qui amenaient le pétrole. Il n'y a que dernièrement qu'ils ont saboté. Aux États-Unis, on dit que la guerre d'Irak, c'est la guerre d'Haliburton. Hein. Ben, voilà, donc, tu sais, tout ça, par moment... Moi, ce que je vois, c'est que, comme je te l'ai dit il y a quelques mois, c'est que quand on regarde l'État d'Israël, depuis sa fondation en 1948, ils ont 3 objectifs stratégiques.
la sécurité, bien sûr, des citoyens, Oui. le continuum territorial et la profondeur stratégique. La profondeur stratégique, maintenant, quasiment, ils l'ont, puisqu'ils sont descendus au bas du plateau du Golan. Et ils l'ont annexé, en plus. Hein. Alors, c'est pas officiel, mais ça a été voté à la Knesset. Hein. Oui, oui. De toute façon, comme ils font ce qu'ils veulent et que personne ne leur dit rien, parce que c'est quand même ça, la réalité, et qu'ils n'ont pas de sanctions, contrairement aux Russes. Donc, pourquoi ils continueraient pas? Hein. La sécurité des citoyens, ben, c'est la riposte aux attaques du Hamas. Alors, et puis également de ce qui se passe en Cisjordanie, même s'il y a une confrontation. Et puis, le continuum territorial, en fait, là actuellement, ils sont en train de se focaliser sur Gaza. Historiquement, Gaza n'est pas un territoire biblique, hein, de l'Israël biblique. C'était le territoire des Philistins. Enfin, je ne vais pas entrer dans ces considérations, mais en tous les cas, c'est un sujet mais qui n'était pas un sujet prégnant pour eux, alors que la Judée-Samarie, c'est-à-dire la Cisjordanie, c'est un sujet prégnant pour eux. Et pendant que tout le monde se focalise sur Gaza et les drames qui s'y passent, eh bien, en Cisjordanie, je peux t'assurer que le grignotage continue et que la déclaration du président Macron, qui est louable, hein, après on peut discuter sur le tempo, ainsi de suite, hein, arrive très probablement très très tardivement, et ensuite concrètement, elle ne va rien produire. Rien produire, parce que le territoire de la Cisjordanie, qui pourrait être le territoire de cet État palestinien, est complètement grignoté par les implantations de colons israéliens, 500 000 colons, en plus qui ont été armés, 10 000 armes qui ont été distribuées. Je vois mal un gouvernement israélien, maintenant qu'ils sont armés, quelle que soit l'orientation politique, leur dire ben maintenant on va fermer les colonies, 500 000, on va vous rapatrier, et ils sont armés. Donc c'est la guerre civile, hein, je suis désolé, c'est la guerre civile. Donc ils préfèrent faire une guerre contre les Palestiniens que contre leurs propres citoyens. Il faut se rappeler que lorsqu'ils ont évacué la bande de Gaza, il y avait 5 000 ou 8 000 colons, c'était quand même très très difficile, et pourtant à l'époque c'était Ariel Sharon qui était en attendre. Bon non, là on est vraiment sur, à mon avis, concrètement, c'est un peu comme si, si tu veux, tu vois, la République de Chypre actuellement, elle est séparée entre deux territoires, une partie turque et une partie chypriote, grec, on va dire. C'est comme si le président Macron reconnaissait l'unicité de la République chypriote. Tu vois. Concrètement, ça changerait quoi? Ça changerait Pas quoi? grand-chose. Quel moyen de pression? Surtout s'il fait aucun moyen de pression. Mais voilà, c'est ça. Quel est le moyen de pression derrière, concrètement? Symboliquement, c'est sympathique, Ouais. mais Concrètement, il n'y a pas de moyen de pression. C'est... une ambassade va être ouverte à Paris. Oui. Voilà. Ou alors, on ouvre une ambassade à Ramallah, enfin, tu vois, mais ça restera symbolique. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense que tout ça, toutes ces déclarations... Alors, il n'est pas tout seul. D'ailleurs, Netanyahou, il me semble qu'il a dit, un peu comme un garçon vexé quand il a pris ses billes. Ouais, bon, maintenant, il n'est pas tout seul. Je vais envahir encore plus la Cisjordanie. C'est une décision qui a été prise également avec l'Arabie Saoudite. On en revient à ce que tu disais tout à l'heure. Hein. L'Arabie Saoudite qui est un pays très très important dans les zones. Hein. Donc il n'est pas tout seul. Mais tu remarqueras que le prince héritier ne s'est pas déplacé. Il a fait, lui, une intervention à distance. Hein, c'est le président Macron qui a fait le discours. Alors, pourquoi? De toute façon, le président Macron est complètement désavoué en interne. À l'international, quoi qu'on en dise, il est quand même très très décrié, à commencer par les Américains, puisque les Américains ne respectent que ceux qui leur tiennent tête, D'ailleurs, ou qui financent. Est-ce que tu as vu cette scène ridicule où il a réussi à se ridiculiser en extra? Non, t'as pas vu, je crois. Non. Ah, c'est génial. Ça, On l'a montré, Macron est dans la rue de New York, et il est bloqué par un cordon des barres en métal, et un policier. Il ne peut pas traverser pour aller là où il doit aller. Il est filmé, et il appelle « Hey, hello, Donald, we're blocked parce que vous êtes en train de passer avec votre voiture, qu'est-ce que je fais ?» Et ils le font attendre, puis il l'autorise à traverser après, mais à pied. Ouais, horriblement ridicule. C'est la honte. De Gaulle aurait fait un scandale, il serait parti en arrière. Enfin. Je n'ai pas raconté des anecdotes personnelles, mais là, cet été, j'étais aux États-Unis pendant 3 semaines, et j'étais dans l'État d'Oklahoma. Et je voulais aller visiter le Capitole. C'est toujours intéressant de comprendre comment ça fonctionne, parce que c'est vraiment un État fédéral, en fait. Et c'est pour ça qu'on parle des États-Unis.
faut y aller souvent pour comprendre comment ça fonctionne. Et j'allais visiter, et à l'entrée, il y avait donc les policiers de l'État, hein, la police d'État, hein, parce que c'est pareil, il y a différents niveaux de police aux États-Unis qui gardent. Et bon, je commence à discuter, il dit, vous êtes d'où? De France. Président Macron, alors président Macron, c'est un État républicain là-bas. J'ai compris que, hein, en discutant, il n'était pas très apprécié. Et c'est marrant, moi, il parle de Marine Le Pen, Ah. qui est presque en bien. Donc c'est marrant de voir comment... Ouais, les serres, Ouais, Oklahoma. voilà, tu te rends compte, en Oklahoma, ils connaissaient, parce que l'Oklahoma, quand même, commence à être dans le Middle West, hein, tu vois. Ouais, au bout du monde. Hein, tu n'as pas de touristes hein, en Oklahoma. Hein. Et donc c'est pas Chicago ou New York. Hein. Et donc là, c'était marrant de voir, parce qu'on dit souvent les Américains. Je sais même, j'arrive même pas à trouver la capitale là. C'est Oklahoma City. Ah oui, ça. ok. Bon, oui, mais bon, il n'y a pas de film, il n'y a rien. Il y a rien qui retient la... Si, il y a, la série Tulsa King avec... Oui, tout ça. ouais, Tulsa, j'y suis allé d'ailleurs. Et donc, si tu veux, c'est marrant de Avec voir, Stallone. de voir, on dit souvent les Américains ne s'intéressent pas à ce qui se passe dans leur pays, mais moi j'ai été sidéré qu'ils me parlent de Macron limite, et après ils me parlent de Marine Le Pen. Tu te rends compte? Ouais. C'est quand même marrant, c'est quand même marrant. C'est quand même marrant. Bon, l'État républicain, là, c'est un des Red States. Oui, oui, oui. Voilà. Donc, si tu veux, voilà la perception qu'ils peuvent avoir aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, regarde, Trump veut appeler Modi. Modi ne daigne pas décrocher. C'est ça, en 5 fait. 5 fois. 5. C'est ça, être une grande puissance, quelle que soit sa taille. C'est ça, être une grande Oui. puissance. C'est être capable de tenir tête. Hein, c'est pas la taille qui fait que tu tiens tête, c'est la volonté et la bonne compréhension de tes moyens d'influence. Or, la France avait encore plus des moyens d'influence, mais en a encore quand même quelques-uns. De toute façon, je rappelle De Gaulle, quand il tient tête à la Mogotte, aux Américains, à Roosevelt et Truman, il n'y a pas grand-chose. Bah oui, Méga exactement. puissance, 50% du PIB mondial, Mais pour quelques soldats. c'est rien, comprendre comment se positionne et défendre ses intérêts. Hein. Et c'est là où et les Américains, alors même s'ils n'aiment pas non plus qu'on en tienne peut-être trop, hein, c'est toujours pareil, hein, ce qui s'est passé avec la Première Guerre en Irak, mais en tout cas c'est comme ça qu'il faut se positionner avec eux. Hein. Et résultat, les Indiens, ben, ils continuent à faire ce qu'ils veulent. Les Chinois ont tenu tête. Hein, et je ne parle même pas de la Russie, puisque la Russie, on est quasiment sur une vieille confrontation historique, ou de relations historiques qui datent de la guerre froide. C'est ça, et on voit que le Brésil se positionne également comme ça. Donc la France, qui était une puissance à vocation moyenne, à vocation mondiale, du fait de son espace maritime, de sa présence, de son siège au Conseil permanent au Conseil de sécurité de l'ONU, de sa force nucléaire stratégique complètement autonome, contrairement à celle des Anglais, est en train d'être complètement dévaluée sur son positionnement international. Et ce n'est pas des élans communicationnels, hein, je dirais, comme la reconnaissance de l'État palestinien. Hein, je dirais pourquoi maintenant, pourquoi pas avant? Tu comprends ce que je veux te dire? Ah, oui, oui. Hein, parce que enfin, on s'aperçoit que sur le plan du tempo, tout ça, c'est pas forcément le meilleur, la meilleure date, tu vois. C'est quoi l'objectif? C'est un objectif de politique intérieure, peut-être. C'est un objectif de politique internationale, ouais, d'aura, hein, de se montrer, pour se montrer personnellement, je dirais personnellement. Le président Macron, voilà, c'est tout. Parce que concrètement, qu'est-ce que ça va donner? Rien. Rien, et peut-être même avoir des effets contre-productifs quand on écoute ce qui se dit au sein du gouvernement israélien actuel. Sachant qu'il ne faut pas l'oublier, hein, il y a quand même 82% de la population israélienne, donc ça veut dire tout parti confondu, qui valide la stratégie de Netanyahou. C'est quand même, actuellement, c'est quand même extrêmement déstabilisant, quand même. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'ils sont prêts à accepter des choses qui sont immorales, inhumaines, ainsi de suite, parce que ils ont été traumatisés par ce qui s'est passé le 22 en octobre, parce que les gens qui ont été assaillis dans les implantations, c'est en fait des gens de gauche. Hein. Ceux qui n'étaient pas des gens, c'était pas des colons ultra-nationalistes, ainsi de suite. Ceux qui ont été agressés, là, c'était plutôt les gens qui... Donc les colons, il ne faut pas de rave. Oui, non, c'est ça. Non, mais c'est ça. Donc, en fait, pour l'instant, Netanyahou, sur sa politique qui est extrêmement dure, et radical, en fait, et malgré le bombardement iranien, parce qu'ils ont quand même la guerre Iran-Israël,
les États-Unis ne seraient pas intervenus, je pense que Ça finissait mal. ça aurait été compliqué pour le gouvernement Netanyahou. Donc, ils avaient sous-estimé leur adversaire. Donc, si tu veux, je pense qu'ils vont aller au bout de cette stratégie-là, en fait. Ils veulent aller au bout de leurs objectifs, de ces objectifs qui datent de 1948, des fondateurs de l'État d'Israël. C'est quand même moins compréhensible du côté américain. Ah oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Sur la longue stratégie, ça semble... Ouais. Ouais. Eh ben merci Hervé. Bon, j'espère que j'ai pas été trop long, Non, ni, c'était très, ni trop embrouillé. Non, c'était pas du tout embrouillé, c'était très très intéressant comme d'habitude. Et ben merci d'être venu sur Ah, mais moi, je te remercie Sur, de l'invitation. Fréquence Populaire. Tu as portes ouvertes. Oui. D'ailleurs, peut-être qu'on va lancer une sorte de fréquence, de passage Ouais. voilà, mensuel, Ouais. voilà, pour faire un suivi des événements stratégiques et militaires dans le monde, hein, parce qu'on a eu, on aurait pu en parler, on a eu le sommet de l'OCS, le défilé militaire chinois, les nouveaux armements, enfin, il se passe énormément de choses, et je pense que les conséquences du bombardement de Doha, on aura de quoi en parler d'ici un mois. Voilà. Donc, merci. Et si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, n'oubliez pas de liker, de partager, de poser des questions. Ça me permet de poser des questions après à Hervé. De commenter. Bien sûr, de vous abonner si ce n'est pas fait sur sur YouTube, mais aussi sur TikTok, sur Telegram, sur Instagram, donc différents qui appartiennent à différentes zones géopolitiques. Comme ça nous assure notre indépendance. Et pour ceux qui ne l'auraient pas vu, eh bien, nous avons lancé il y a 2 semaines notre portail numérique. Vous pouvez lire des articles voilà, par différents auteurs. D'ailleurs, si ce n'est pas encore fait au moment où on sortira cette vidéo, vous allez voir, il y a un article de Jacques Sapir qui nous fait une tribune sur la taxe Zuckman. Voilà, c'est très intéressant. Le site est sans publicité. Il n'y a pas d'offre de voyage, de tai chi, de crème solaire ou de quoi que ce soit. C'est totalement gratuit. Vous avez juste à rentrer votre email. Et pour ceux qui peuvent, sur la base du volontariat, vous pouvez nous aider 2 €, 5 €, 10 €, si vous en avez la possibilité. Voilà, je vous dis à très bientôt. Merci encore une fois Hervé. À la prochaine. À la prochaine. Merci à toi et merci à tous ceux qui vont regarder et commenter cette vidéo. Il y en a beaucoup.